Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Madame la Secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire, Monsieur le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée parlementaire. Cette semaine, nous commémorons les 80 ans de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Et nous nous rappelons des années les plus sombres de notre histoire européenne commune. Mais cette année, nous marquons également les 75 ans de la Convention européenne des droits de l'homme. Et nous commémorons ainsi une des plus grandes réussites de l'Europe. Alors ces moments sont une occasion particulière de nous regarder dans le miroir de l'histoire, de nous voir tels que nous sommes, de voir ce que nous avons été et de voir ce que nous sommes devenus. C'est ainsi que nous pouvons ensemble décider où nous souhaitons aller. Et alors cet après-midi, alors que nous avons cette rencontre, en m'adressant à vous, j'aimerais commencer, si vous le permettez, par parler de celles et ceux qui vivent sur notre continent. J'aimerais vous parler aussi de leur réalité et surtout de leurs attentes. Et pour ça, il faut quitter Strasbourg. Il faut quitter Strasbourg souvent. Il faut aller sur le terrain. À Yahidne, par exemple, un village qui se trouve à 2 heures de route au nord de Kiev, pas loin de Tchernihiv. Et vous savez, je ne vais jamais oublier ce petit escalier qui descend au sous-sol de l'école du village. C'est là qu'en mars 2022, les soldats russes ont entassé 300 habitantes et habitants, des enfants, des femmes enceintes, des vieillards, et ce, pendant 27 jours. Et prendre ce petit escalier, c'est comme entrer dans un autre monde. Et les personnes qui étaient là et qui m'y ont accompagné, j'ai admiré leur courage d'y retourner, nous ont raconté leur calvaire. Pas d'électricité, évidemment, pas de chauffage, pas même de place pour s'asseoir à 300 personnes dans un espace minuscule, pas d'air au point que beaucoup sont mortes asphyxiées, laissées à même le sol parmi les vivants. Et leur nom couvre aujourd'hui les murs du sous-sol de cette petite école. Et les survivants nous disent que, malgré le froid à l'extérieur, une chaleur épouvantable régnait à l'intérieur. Épouvantable. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour décrire les souffrances endurées par les Ukrainiennes, par les Ukrainiens depuis 3 longues années. Et aujourd'hui, cette semaine, alors que je rappelais les commémorations que nous avons, nous pouvons repenser à Oradour-sur-Glane, à Srebrenica, à Yahidne. Ce sont des noms qui nous obligent à nous regarder en face. Et connaissant notre histoire commune, ce sont autant de raisons à notre engagement pour l'Ukraine, pour le soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. Alors oui, mesdames et messieurs, les attentes sont très grandes en Ukraine, nous le savons. Elles le sont d'ailleurs partout sur notre continent. Les manques de progrès, la capacité à nous rassembler, engendrent une perte de confiance dans les institutions et par conséquent dans celles et ceux qui les représentent. Et alors, dans ces conditions, c'est toute la démocratie qui peut se retrouver remise en question. Réunis à Reykjavik en 2023, les chefs d'État et de gouvernement de nos États membres ont parlé de la démocratie et nous ont rappelé, je cite, que la démocratie est le seul moyen de garantir que chaque personne puisse vivre dans une société pacifique, prospère et libre. Fin de citation. Et pourtant, les faits sont là. Nous assistons partout à un recul de la démocratie. Et ce qui peut nous inquiéter, ce sont les raisons de ce recul, de ce déclin.
moins de place pour la société civile et pour un débat public ouvert. Parce que les opposants sont muselés. Il y a les tribunaux et les médias indépendants qui sont sous pression. Il y a une montée en puissance des discours populistes. Et c'est dans ce contexte exactement que nous pouvons replacer quelques faits. Celui-ci, par exemple. 1/5 des Britanniques de moins de 45 ans pensent que le meilleur système pour diriger un pays efficacement est, je cite, un leader fort qui n'a pas à se soucier des élections. Un leader fort qui n'a pas à se soucier des élections. Ça dépasse bien entendu le cadre du Royaume-Uni et de l'Europe. Ça nous concerne toutes et tous. Ce sentiment nous concerne toutes et tous. Il doit nous interpeller et nous inciter, nous encourager à agir. On peut avoir le sentiment dans ce contexte que ce sont les plus jeunes qui semblent être les plus désillusionnés. Et on doit se demander ce que cela signifie pour l'avenir de notre continent, de savoir les jeunes générations, les plus jeunes générations, avoir ce type de réflexion, de sentiments et de pensée. Mais avant de juger, il faut aussi nous rappeler que pour beaucoup d'entre elles et beaucoup d'entre eux, eh bien, la jeunesse a été marquée par une série d'événements, la catastrophe climatique. Il y a eu ensuite la pandémie de Covid-19, avec les conséquences massives pour les jeunes générations. Et maintenant, depuis bientôt 3 ans, l'agression à pleine échelle de la Russie contre l'Ukraine. On doit se rappeler, au-delà de ces dernières années, que si on prend presque une génération, les 20 dernières années ont été marquées par les conséquences profondes de la crise financière de 2008. Toutes les conséquences de la crise financière de 2008 en matière de montée des inégalités, de sentiment d'impuissance. Ces années ont été marquées par la montée des inégalités, des discours populistes, par la recherche, face à un monde qui semble ne plus tourner rond, à la recherche de boucs émissaires. Et par ce sentiment un peu diffus, mais présent, qu'un cadre démocratique ne suffit manifestement pas à donner toutes les perspectives pour remplir les attentes que l'on peut avoir pour soi-même, pour sa famille, pour ses amis, pour son environnement social. Et pour ces plus jeunes générations, celles qui n'ont pas connu, autrement dit, la période d'optimisme, presque de naïveté, qui a dominé dans les années 90 et 2000, eh bien, ces crises multiples qui se succèdent depuis bientôt une génération se sont imposées comme constituant le monde de référence. Et c'est dans ce contexte précisément, c'est dans ce contexte rendu difficile à lire en raison de cette multitude de crises et de leurs conséquences, c'est dans ce contexte rendu difficile par tout cela que nous devons en plus aussi faire face à la vitesse impressionnante de développement de nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle. Alors à Davos, où j'étais il y a quelques jours, la semaine dernière, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié cette évolution d'incontrôlée. Et si on considère les cyberattaques, si on considère les deepfakes, si on considère les campagnes de désinformation, on doit constater ensemble l'étendue de la menace qui pèse sur la démocratie. Et alors, dans cette évolution chaotante, presque tout devient possible. Par exemple, le prétend dans un débat ouvert que Hitler était un communiste, au mépris le plus criant de l'histoire. Orwell aurait parlé de double pensée. Et à l'affront s'ajoute donc un dangereux révisionnisme. D'autant plus que cette réécriture de l'histoire coïncide au moment où nous commémorons, je le disais au début, les 80 ans de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Je crois que nous voyons ensemble, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée parlementaire, que les défis auxquels nous faisons face sont immenses. Ils sont probablement sans précédent depuis assez longtemps dans l'histoire commune de notre continent.
quelques dizaines d'années probablement. Mais en même temps, nous ne sommes pas livrés aux circonstances. Nous avons des outils, des moyens pour répondre à tout cela. Et nous devons nous rappeler que lorsque nous sentons que les repères se perdent dans la société, alors il faut revenir toujours aux valeurs, ces valeurs qui nous rassemblent, celles qui constituent le socle de notre organisation. Et dans ce contexte, n'oublions évidemment jamais pourquoi le Conseil de l'Europe existe. Le Conseil de l'Europe existe parce que, suite à une guerre mondiale qui a causé d'immenses souffrances et qui a fait reculer l'humanité, celles et ceux qui nous ont précédés ont agi. Ils ont agi pour que le monde et pour que le fonctionnement de nos sociétés soit fondé sur des choix démocratiques, qu'il soit fondé sur des relations prévisibles fondées sur le droit, ainsi que sur la protection de la dignité humaine et des droits humains. Ce sont ces valeurs qui guident notre action. Ces valeurs, c'est notre phare dans la nuit. Et c'est pour ça que je suis convaincu que le dialogue est essentiel. Le dialogue, quand je dis le dialogue, c'est le vrai dialogue. C'est celui qui implique tous les acteurs. Parce que le dialogue, c'est l'échange, c'est la confrontation des arguments, c'est le débat. Au fond, le dialogue, c'est la recherche dans la position de l'autre de ce qui est juste, de ce qui peut me permettre d'améliorer ma vision des choses et ma propre perception de la réalité. C'est aussi ce qui me permet de dire que je ne suis pas d'accord et de dire pourquoi je ne suis pas d'accord. C'est aussi ce qui me permet toujours d'essayer de convaincre avec des arguments. Et la difficulté et la tension, ou les difficultés et les tensions ne doivent pas nous freiner ou nous faire peur au moment où on doit mettre le dialogue au cœur de la réflexion. Bien au contraire, parce que c'est précisément lorsque les tensions augmentent, c'est précisément lorsque les choses sont plus difficiles que le dialogue est le plus important. Il n'est pas tout autant nécessaire, pas autant salutaire lorsque tout va bien. C'est quand c'est difficile qu'il faut dialoguer. C'est lorsque les difficultés se multiplient qu'il faut intensifier les contacts, pas en s'envoyant des publications à la figure sur les réseaux sociaux ou dans les prises de position publiées sur Internet. Non, en allant d'abord dire les choses, clairement, autour d'une table. Au début de toutes les guerres, il y a d'abord, pas seulement, mais d'abord un manque de dialogue. Et puis il faut toujours dire les choses comme elles sont, avec honnêteté, le faire avec honnêteté, avec objectivité. Et c'est dans cet état d'esprit que je suis allé en Géorgie en décembre dernier avec une importante délégation du secrétariat. C'est dans cet esprit d'ailleurs aussi que vos rapporteurs y sont allés la semaine dernière. C'est dans cet état d'esprit que le commissaire aux droits de l'homme y est allé ces derniers jours. Et la visite que j'ai menée à Tbilissi en décembre a permis d'obtenir des résultats. Elle a permis d'obtenir la libération de manifestants qui avaient été emprisonnés. Elle a permis d'obtenir l'engagement de s'abstenir de l'usage disproportionné de la force. Elle a permis d'obtenir la garantie d'enquêtes indépendantes, transparentes et efficaces sur les allégations de violences policières. Elle a permis d'avoir ensemble la création d'un groupe de travail mixte avec des experts du Conseil de l'Europe pour modifier substantiellement la loi dite sur l'influence étrangère. Et cette visite a donc créé des conditions qui nous permettent maintenant d'avoir des attentes qui sont plus élevées. Et de rappeler dans ces conditions qu'être membre du Conseil de l'Europe, ce n'est pas être membre d'un club de bien-être. Être membre du Conseil de l'Europe signifie des obligations qu'il s'agit de respecter. C'est de cela dont il s'agit. Voilà, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée parlementaire, nous commençons maintenant une nouvelle année. Et nous savons que cette année 2025 sera remplie de défis. Et en 2025, l'Ukraine sera au sommet de nos priorités.
Notre engagement est de tout faire pour rétablir la commission d'indemnisation et le mécanisme complet de compensation, fondé sur le succès du registre des dommages pour l'Ukraine. Le Conseil de l'Europe doit jouer un rôle de premier plan. Nous savons que les attentes sont très élevées et nous devons le faire sans attendre. C'est un peu le même message que j'aimerais vous passer concernant la mise en place du tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine. Car si la reconstruction du pays passe par des ressources financières pour réparer les dommages, elle passe aussi par la justice pour reconstruire les esprits. L'engagement donc et le rôle du Conseil de l'Europe, c'est le cœur de notre rôle, c'est de garantir que l'impunité ne l'emportera pas. Et pour l'Ukraine, j'ai également mis sur pied une task force au sein du Conseil de l'Europe pour garantir la plus grande efficacité possible de notre action. J'ai également annoncé la nomination d'un représentant spécial du secrétaire général pour les enfants d'Ukraine. C'est une nomination qui va intervenir très prochainement. J'aimerais dans ce cadre, mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée parlementaire, rappeler que dans ce contexte multilatéral très bousculé, dans ce monde qui connaît malheureusement un niveau d'impunité inégalé, eh bien, les plus grands défis auxquels nous faisons face n'ont pas de frontières. Et la seule réponse efficace est donc une réponse multilatérale. C'est une réponse qui passe par la collaboration avec d'autres organisations internationales. Et c'est évidemment une réponse très concrètement qui passe par la création d'un bureau du Conseil de l'Europe à New York. Je le mentionne ici parce que je sais qu'il s'agit d'un élément qui a été aussi beaucoup discuté dans votre Assemblée. Notre monde est en mouvement, il est en mouvement perpétuel, ça n'est rien de nouveau. Mais notre vision, dans ce cadre, doit dépasser les frontières de notre continent. Il suffit, parmi les événements récents, de penser à la Syrie. Au-delà de nos frontières, mais très proche de nous. La chute du régime de Bachar al-Assad a rebattu les cartes, a redéfini les équilibres géostratégiques. Cette situation place la Turquie, membre du Conseil de l'Europe, dans une position stratégique cruciale. C'est un exemple parmi d'autres. Je mentionne cet exemple pour rappeler qu'il est important que nous regardions vers la Méditerranée et au-delà, vers l'Afrique, vers les membres des BRICS. Rappelons-nous, dans le même temps qu'une Europe forte n'est forte que si elle l'est à la fois à l'intérieur, pour le Conseil de l'Europe parmi les 46 membres, mais aussi avec une vision et une position importante vers l'extérieur. Et pour terminer, bien, mesdames et messieurs, bâtir l'Europe de demain, c'est surtout redonner toute sa place à la démocratie, par la garantie d'élections libres et équitables, par la protection de la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. C'est évidemment aussi en défendant la liberté d'expression. C'est aussi en assurant une participation pleine et égale à la vie publique pour toutes et tous. Et en disant cela, eh bien, j'aimerais souligner que c'est dans ce contexte que nous avons imaginé un plan d'action pour la démocratie. Alors, nous ne sommes qu'au début de ce travail. Il sera long. Il va être prenant. Et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe devra aussi y jouer un rôle primordial. Tout d'ailleurs comme les principes de Reykjavik qui fondent cette réflexion et cet engagement, en rappelant ici que le recul démocratique n'est pas une fatalité. Mesdames et messieurs les membres de l'Assemblée parlementaire, un grand auteur français et prix Nobel de littérature, Albert Camus, nous rappelle à la fin de la peste que le bacille de la peste ne disparaît jamais vraiment et qu'il faut toujours rester vigilant. Alors restons vigilants. Restons vigilants parce que nous sommes dans moins d'un mois à l'aube de la 4e année de guerre en Ukraine. Nous sommes à un moment où nous constatons un recul démocratique important, la perte des repères, un affaiblissement ou un ralentissement du dialogue et de la volonté de dialoguer. Nous assistons à une redéfinition des équilibres géopolitiques, une explosion technologique, j'en parlais à l'instant,
à la prolifération de la mésinformation et de la désinformation. Et donc, dans ce contexte qui nous demande tant, nous devons rester très vigilants face à ces mouvements de tension, parce qu'ils contribuent à l'atomisation, à la fragmentation de nos sociétés. Et cet oubli collectif dont parlait Albert Camus, cet oubli collectif doit faire face ou faire place à un véritable sens collectif. Et c'est ce sens collectif qui doit guider chaque action, chaque décision de notre part sur le plan européen. C'est notre rôle, ni plus ni moins. C'est, je crois, notre devoir commun de tous les instants. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me réjouis de pouvoir échanger maintenant avec vous.